Et malheureusement, nous aurions aimé qu'il y ait un débat au niveau du bureau politique. Et c'est là où malheureusement les choses n'ont pas pu se faire, nous n'avons pas pu rentrer dans la salle. Bon, moi à l'époque j'étais jeune, mais disons qu'il y avait des personnalités beaucoup plus âgées qui ont très mal pris le fait qu'on leur interdise l'accès à ce bureau politique. Donc le débat n'a pas pu se faire et il y a eu quelques remous et nous avons préféré nous retirer. Donc voilà d'où est venu, si vous voulez, le malentendu et disons que cette année jusqu'à la rupture. Alors moi je n'irai pas plus parce que je déteste parler des choses qui ne sont pas agréables et puis je pense qu'en plus on évolue dans la vie et à partir de là, bon, nous avons fait notre expérience. Nous sommes passés par, comme je vous l'ai dit, par une DPCI, là aussi nous n'avons pas pu évoluer d'une manière aussi satisfaisante que nous l'aurions souhaité. Donc, comme nous sommes des gens de conviction et que nous voulons nous épanouir à travers l'expression d'un parti, eh bien, nous avons créé l'URD qui existe et qui a son propre parcours depuis. Donc voilà, au niveau de la sortie des entrailles, d'abord, nous l'avons toujours reconnu et nous le brandissons continuellement en disant oui, nous sortons des entrailles du PDCI. Donc, disons que nous avons en nous un certain nombre de comportements qui reviennent et qui nous viennent du parti et nous sommes très fiers de cela. Maintenant, pour un retour à la maison, je voudrais tout de même rappeler que le parti, l'URD, a un parcours maintenant. Il a un parcours. Depuis sa création, nous avons été un allié du FPI. Nous avons été un allié qui a travaillé au sein du CNRD. Nous avons appartenu à la majorité présidentielle. On accompagne les hommes dans le bonheur, dans le malheur. Certains d'entre nous, dont moi-même, ont fait de la prison, etc. Donc je veux dire, ça nous donne un parcours qui, pour le moment, ne nous permet peut-être pas d'envisager un retour au PDCI, mais je vous ferai remarquer que depuis plusieurs mois, nous sommes en train de travailler aux côtés du PDCI et nous le faisons avec beaucoup de plaisir et nous continuons puisque nos experts sont appelés régulièrement pour travailler sur le processus électoral, sur la commission électorale. Donc voilà, si vous voulez, ce que je peux dire. Bon, au niveau des tournées, bon, vous allez, nous n'aimons pas faire trop de bruit. Mais moi, je peux vous dire que nous avons quelques points forts. Nous avons un point fort au niveau du Haut-Sassandra. Ça, c'est une réalité. Et nous avons même soutenu certains partis au niveau du Conseil régional. Nous avons un point fort aussi au niveau de Poitiers. Donc, si vous voulez, un jeune parti, parce que moi j'aime appeler cela un jeune parti, eh bien, c'est de pouvoir mettre en place, de revitaliser plutôt toutes nos sections. Et je peux vous dire que c'est un travail énorme, c'est un travail difficile. Mais notre ambition a toujours été de tout faire pour avoir une représentation nationale. C'est ça notre volonté, puisque nous avons été obligés de partir parce que nous avions, tout à l'heure je vous ai dit, j'ai employé le mot de dérive régionaliste, et ça, nous avons toujours essayé de nous dégager de ce schéma-là. Le paysage, c'est vrai, le paysage politique ivoirien est encombré. Le ministère de l'administration territoriale avoue 300, mais en fait 200 partis. C'est beaucoup, c'est un encombrement et il faut reconnaître que ça a un impact sur le spectre politique ivoirien. Et puis il faut dire aussi que cet encombrement, cet émiettement fait que le potentiel des militants n'est pas extensible à ce
Donc la tâche est rude. Mais en même temps, nous disons que nous continuerons. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, mais nous continuerons à nous battre, à travailler et à nous faire entendre. Maintenant, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de confetti. Non, nous ne sommes pas du tout un parti confetti. Bien sûr, je pourrais peut-être dire un petit parti, mais on donne toujours à ce terme une connotation péjorative. Moi, je dis que nous sommes un jeune parti. Je vous ai raconté notre parcours. Nous avions démarré très fort, donc maintenant nous connaissons des difficultés. Ce sont les aléas de la vie. Nous nous battrons, nous continuerons pour exister. Nous n'avons pas l'impression d'être à la traîne de quelqu'un. L'URD est d'abord, je veux dire, associée à des grands partis. Elle est associée, on en parlera peut-être tout à l'heure, à EDS. Donc nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ancrés à une plateforme et en même temps, nous tendons la main à d'autres plateformes parce que nous estimons que l'opposition est une grande famille et qu'elle doit parler d'une même voix. Peu importe qu'il y ait, je l'ai dit, des plateformes différentes, l'important c'est parler de la même chose et partager les mêmes combats. Voilà ce que je peux vous dire. D'abord, il faut que je corrige peut-être certaines choses. L'URD a passé un accord de partenariat avec EDS. Nous sommes donc amarrés à cette plateforme et je dois dire que nous étions présents au lancement, mais quand l'EDS nous a dit est-ce que vous voulez venir rentrer dans cette plateforme, nous avons préféré la formule d'accord de partenariat. Vous savez, quand une plateforme se crée, elle se crée à un moment T, parce que nous avons envie et nous ressentons le besoin de mettre en commun des idées, des réflexions, de se sentir plus fort pour un combat particulier. L'URD a appartenu à des plateformes comme l'AFD, le Code, le Front du Refus, et puis maintenant nous avons cet accord de partenariat avec l'EDS. Et il faut aussi comprendre que quand on se quitte à un autre moment T, eh bien on ne se fait pas la guerre entre nous, parce que nous savons très bien que selon les circonstances, nous allons être amenés d'une manière ou d'une autre à nous retrouver et à travailler ensemble. Donc vraiment, ce n'est pas le désastre, ce n'est pas la guerre, on ne sort pas les coltes quand nous nous séparons, loin de là. Donc notre ancrage, je le dis, nous sommes un allié fidèle et loyal du FPI. Maintenant, au niveau de la plateforme du PDCI, le CDRP, là il faut que les choses soient claires. Nous avons été peut-être un peu les précurseurs, parce que lorsque le PDCI a réuni autour de lui 23 partis d'opposition pour travailler sur la CEI et le processus électoral, nous avons répondu présent. Et nous avons travaillé ensemble depuis des mois. Et moi, je suis très fière du résultat au niveau de la CEI, parce que nous avons travaillé, fait des propositions qui prennent en compte réellement la réforme demandée par la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, nous n'appartenons pas, nous n'avons pas adhéré à la plateforme du CDRP, mais j'ai envie de dire, je lance un ballon d'essai, mais nous pouvons très bien également être liés par un accord de partenariat, puisque maintenant l'opposition se retrouve et forme un front uni pour pouvoir maintenant faire avancer un certain nombre de dossiers. Donc vraiment que les choses soient claires. Certes, nous n'appartenons pas à cette plateforme, mais nous travaillons. Maintenant, j'ai rencontré, je pourrais même dire, nous avons rencontré le président Bédier déjà une première fois, dès qu'il avait annoncé la formation d'une plateforme. Nous étions
donc curieux de savoir qu'est-ce que ça pouvait être, et nous sommes allés le voir par 2 fois, et puis je l'ai rencontré, vraiment une visite de courtoisie au niveau de Paris, et le président Bédier connaît parfaitement la position de l'URD. Je pense qu'il y a une question qui parle de candidature unique, le premier tour. Donc, nous sommes dans la stratégie électorale. Je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour mettre sur la place publique une stratégie électorale, mais je crois tout de même que tous les observateurs sont d'accord pour dire qu'aucune grande formation politique ne peut gagner seule, qu'il s'agisse du PDCI, du RPI ou du RDR. Si jamais un arrivait, comme nous entendons dire, c'est calé, c'est bouclé, nous gagnerons au premier tour, à ce moment-là, nous pensons que ça ne pourrait être par de la fraude, de la tricherie, par un braquage électoral. Donc il est certain qu'il va falloir arriver à une candidature unique, à pouvoir soutenir celui qui sera le mieux placé. Et je crois que les formations politiques ont déjà au moins fait savoir que pour le moment, leur stratégie électorale, c'était de laisser les uns et les autres se présenter au premier tour, et puis maintenant, celui qui serait le mieux placé pourrait maintenant fédérer toute l'opposition qui se mettrait donc derrière ce ticket. Évidemment, il faut espérer que ces automatismes puissent véritablement se faire, c'est un souhait. Bon, mais je pense qu'une candidature unique au premier tour est souhaitable, mais pour le moment, les partis pensent plutôt à organiser des alliances au niveau du deuxième tour. L'URD n'a pas pris encore la décision, puisque vous savez très bien qu'il faut qu'il y ait une convention. Mais nous sommes en train de travailler à un projet de société pour que nous puissions apprécier le moment voulu si l'URD est à même de pouvoir participer aux élections de 2020. Donc je ne peux pas préjuger de ce que fera mon parti. Nous n'écartons pas du tout cette éventualité-là et nous essayons même de nous y préparer, même si la décision formelle n'a pas encore été prise. Bien sûr, tout le monde a des ambitions personnelles, mais disons que moi j'ai beaucoup plus d'ambition pour mon pays. Moi je veux que mon pays évolue, je veux que mon pays sorte de cette gangue dans laquelle il est depuis 8 ans. Donc c'est plutôt à partir de ces critères-là que les choix se feront pour savoir si l'URD va se présenter en tant que tel ou à ce moment-là se prêtera plutôt à accompagner les grandes forces politiques. Bon, pour ce qui est de M. Anaquier, il est là, hein, donc je ne peux vraiment pas préjuger de ce qu'il a dit. Bon, moi je pense que des fois on est toujours un peu en train de tourner autour du pot. Nous voyons très bien que les uns et les autres, bon, on pense à des possibilités de soulèvement populaire. Le parti au pouvoir a tellement peur de cette chose-là que vous avez vu que tous les jugements qui sont prononcés se font sous la forme d'étiquettes d'atteinte ou de troubles à l'ordre public, parce qu'ils craignent ce genre de soulèvement. Donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes dans un cycle mondial qui est en train de nous montrer que les soulèvements populaires touchent tous les continents. Nous avons vu le Soudan, il y a eu Hong Kong, maintenant, je crois l'Éthiopie, si je ne me trompe, l'Algérie, et puis maintenant, nous avons l'Irak, le Liban. Alors, nous prenons bien sûr la mesure de tout ça, et maintenant, de dire, est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire, un jour, va prendre ses responsabilités? Moi, je crois que c'est seul l'avenir qui peut nous dire une chose pareille.
Donc, nous sommes, nous, à l'URD, très attentifs aux sautes d'humeur du peuple de Côte d'Ivoire, et nous sommes très attentifs, si vous voulez, à son expression de colère et de ras-le-bol. Et je pense que le gouvernement devrait peut-être être plus sensible à ces remous que nous sommes en train de constater, parce que partout dans le monde, ce qui se passe, c'est un rejet de la population face à des élites qu'elles estiment pas de plus les représenter, ou parce qu'elles les trouvent trop arrogantes. Donc tout cela doit nous servir de leçon. Et moi, je ne préjuge pas de ce qui peut se passer, mais nous devons être extrêmement attentifs. Voilà, c'est ce que je peux moi vous répondre par rapport aux propos de M. Anaki. Au niveau de la CEI, nous avons eu à nous expliquer avec le PDCI par rapport, non pas à une politique de la chaise vide, mais les raisons qui ont fait que nous n'avons pas pu, ce n'est pas que nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas pu participer à ces négociations parce que, vous vous en souvenez certainement, le Premier ministre, lorsque nous avions bouclé la première, je crois que c'était la première ou la deuxième rencontre, le deuxième dialogue, nous étions convenus qu'à sa demande, qu'il allait nous faire connaître des termes de référence qui allaient nous permettre de nous retrouver et de discuter sur la CEI. Eh bien, nous sommes toujours dans l'attente de ces termes de référence. Le secrétaire exécutif du PDCI a eu en notre nom à tous, et nous avons tous signé ces courriers pour rappeler que nous étions dans cette attente. Alors à partir du moment où nous n'avons aucun terme de référence pour pouvoir nous appuyer et pouvoir maintenant répondre à ces négociations, à ce moment-là, on nous fait savoir que les réunions se tiennent, et nous avons même été invités à, sans avoir pu participer, nous avons même été invités à désigner des représentants à la nouvelle CEI. Là aussi, nous sommes quand même des gens logiques et cohérents, et nous avons dit que si nous n'avons pas pu participer, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir désigner des personnes, parce que de toute façon, cette CEI ne nous convient pas et qu'elle ne répond pas à l'arrêt de la Cour africaine. Nous avons travaillé ensemble et nous avons fait des propositions qui prennent en compte la réforme totale de la CEI. Dans ces propositions, la classe politique a accepté de laisser le fonctionnement, tout le fonctionnement de la CEI à la société civile. Nous, notre rôle de politique, nous avons dit simplement nous voulons avoir un droit de contrôle et de vérification. Et encore, on veut le faire sous le couvert d'une personnalité de la société civile. Donc vraiment, je pense que nous aurions pu, au niveau des discussions, être d'un apport précieux. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Lors de notre dernière rencontre, je pense ne rien dévoiler, lors de notre dernière rencontre avec le ministre de l'administration territoriale, eh bien, lui-même nous avait dit, informé, qu'il y aurait une ouverture de négociation sur le processus électoral, la suite du processus électoral. Il avait même avancé le mois d'octobre. Bon, nous sommes dans l'attente parce que justement, nous avons toujours fait, et ça c'est la position commune que nous partageons avec le PDCI, c'est de dire que nous, on ne boycotte rien. Si on nous invite dans un contexte acceptable, à ce moment-là, nous allons participer à toutes les négociations parce que nous avons des choses à dire, nous avons un apport important. Et actuellement, notre position, c'est de dire nous continuons à parler, nous continuons à décrier cette CEI, nous continuons à réclamer l'ouverture de négociations, l'ouverture de discussions, parce que si nous voulons arriver à des élections qui soient apaisées, eh bien, il faut passer par une commission électorale consensuelle. Maintenant, vous me demandez de vous donner mon avis sur
cette nouvelle CEI, eh bien, nous la reconnaissons. Nous ne la reconnaissons pas du tout parce qu'elle ne répond pas du tout à l'esprit de la décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme. Lorsque cet arrêt qui a été décortiqué par les uns et les autres nous indique bien que doit être prise en compte, certes, la recomposition, mais également l'indépendance, la neutralité de cette CEI. Elle doit être mise aux normes internationales, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous constatons qu'à travers des proximités, nous constatons que sur 15 personnes, le pouvoir a au moins 12. Donc rien n'a été changé. Il a saucissonné la décision de la Cour africaine, il a saucissonné pour ne prendre que la recomposition. Et nous voyons ce que ça fait. Le président de la CEI a été nommé. Personnellement, je ne le connais pas, mais je suis un petit peu préoccupée par sa proximité, disons ses rapports de hiérarchie avec son ancien patron, puisqu'il était, je crois, le directeur, le chef de cabinet, le secrétaire général de Mamadou Coulibaly, président du Conseil constitutionnel. Donc voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, par rapport à la question que vous m'avez posée sur mon corps, je dois vous dire que mon parti n'a aucun contact avec le RHDP et avec le parti qui le constitue. Donc, à partir de là, même si, vous savez, je connais le président de Concorde, je connais le président de l'UDPCI, je les connais tous, mais nous n'avons officiellement aucun contact. Par rapport maintenant à la décision de la Cour de recevoir la requête qui a été formulée par le groupe parlementaire de l'opposition, dans celui de l'UDPCI, nous, à l'URD, nous sommes très optimistes parce que nous pensons que c'est un signal très fort. Il nous paraît difficile que la Cour puisse se déjuger et se contredire. Elle va avoir à affirmer si oui ou non la nouvelle CEI est conforme à l'esprit de l'arrêt. Donc, bien sûr, on ne sait pas quelle pourra être la décision de la Cour, mais moi je dis qu'à l'URD, nous restons extrêmement confiants et on nous dit, nous apprenons que cette nouvelle décision pourrait intervenir avant la fin de l'année. Donc à partir de là, il y aurait, parce que qu'est-ce que nous recherchons? Nous voulons la reprise des discussions, nous voulons que le dossier CEI et le processus électoral soient mis à plat et que nous trouvions ensemble, avec une bonne volonté respective, que nous trouvions ensemble des solutions consensuelles. Donc c'est à partir du rebondissement. Maintenant, vous me parlez, je n'ai pas bien saisi la suite de votre question. Vous m'avez parlé, monsieur, s'il vous plaît, vous m'avez parlé des commissions locales. Je n'ai pas bien saisi ce que vous me disiez. Bon, de toute façon, je sens votre préoccupation, si vous pouvoir dire, mais si rien n'est fait, quelle va être la position de l'IRD si les conditions ne sont pas remplies? Écoutez, nous, notre position à nous l'avons exprimée dans différentes conférences de presse. Nous sommes là pour décrier, pour dire tout ce qui ne va pas dans tout ce processus électoral, parce qu'on parle bien sûr de la CEI, mais il y a également tout ce qui accompagne le processus électoral. Vous savez, quand le gouvernement déclare que la commission électorale n'est là que pour proclamer les résultats, nous savons que c'est faux. Ce n'est pas exact. La commission électorale en Côte d'Ivoire, elle fait les élections. Depuis la localisation
des centres d'enrôlement en passant par la liste électorale, parce que là, je voudrais que vous m'interrogiez un peu sur cette liste, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, sur la liste électorale, sur les commissions électorales locales, qu'elles contrôlent, puisque maintenant c'est toujours présidé par des préfets, il y a l'organisation du scrutin, et enfin, la proclamation. Donc, nous avons déjà fait savoir dans nos premières discussions qu'il y avait la CEI, il y avait le Conseil constitutionnel qui devait également être réformé, et ensuite tout ce processus, dont le découpage également, le découpage électoral qui doit être pris en compte. Alors, nous, nous ne voulons pas jouer les Cassandres ou les oiseaux de mauvais augure, mais nous continuons à faire pression et à dire qu'il faut que le gouvernement accepte d'aller à des élections qui garantissent la paix, qui garantissent vraiment la transparence, la crédibilité et surtout que ce soit des élections qui soient paisibles. Parce que nous savons, tout à l'heure j'ai dit, que les conditions sont réunies d'une crise préélectorale, mais au fur et à mesure qu'on s'approchera de ce terme, à ce moment-là, nous ne voulons pas aboutir à des crises qui pourraient être beaucoup plus graves que celles que nous avons connues. J'ai échaudé plein de fois. Bien. Maintenant, au niveau des documents, je crois que c'est ça aussi le problème. Parce que nous l'avons dénoncé déjà plusieurs fois, le fait de l'absence des documents, de leur rareté et surtout de leur cherté, fait qu'en effet, ça peut freiner l'enrôlement non pas simplement de nos militants et de nos sympathisants, parce que je crois que maintenant, l'opposition est plutôt dans un mouvement qui l'amène à dire qu'il faut que tous les Ivoiriens s'enrôlent, il faut qu'ils prennent conscience que c'est par la liste électorale déjà qu'on commence à remporter les élections. Bien sûr, il va falloir vérifier que cette liste soit propre, ça c'est notre combat, mais il faut que les Ivoiriens puissent arriver à aller un peu au-delà de leur résistance, parce que disons que par rapport à la chose électorale, il y a une certaine distance. Il y a peut-être aussi les violences qui font qu'ils se tiennent un peu loin des élections, même d'une élection présidentielle. Et puis il y a le problème de la CNI. Nous réclamons la gratuité de la CNI et nous demandons la révision de tout ce processus pour que, d'une manière égalitaire, tous puissent arriver à pouvoir se faire enrôler. Est-ce que la Côte d'Ivoire sera prête? Mon sentiment personnel, c'est de vous dire oui, ça peut aller très vite. Déjà, le travail qui a été effectué avec le tour du PDCI, avec les 23 partis d'opposition, englobe tout le processus électoral. Donc il suffit que nous nous retrouvions autour d'une table de discussion. Il suffira simplement de manifester les uns et les autres notre bonne volonté pour arriver à ces solutions consensuelles dont je parle. Et moi, je pense que les choses peuvent aller extrêmement vite. Maintenant, nous sommes tributaires de la volonté du gouvernement, qui pour le moment ne tend pas la main, puisque nous avons vu au contraire que l'opposition est traquée, elle subit des rapts, des enlèvements, des arrestations arbitraires, etc. Et donc, nous souhaitons, nous continuons à avoir la main tendue, mais nous espérons que le gouvernement va comprendre que, disons, la bulle dans laquelle il se trouve n'est peut-être pas celle qui amènera la paix dans ce pays. Nous avons été informés de la candidature officielle de Guillaume Soro. Ce n'était pas, disons, un événement en soi, parce que je crois que nous étions tous au courant de ses intentions, mais maintenant il l'a officialisé et nous nous réjouissons de ce que les forces que constitue Guillaume Soro aient pu rejoindre la plateforme
du PDCI, et ça permet de cette manière à l'opposition d'être encore plus forte. Maintenant, quelles pourront être les stratégies électorales? Tout à l'heure, nous avons évoqué un peu rapidement cette chose-là, mais j'ai dit que c'était peut-être un peu tôt pour pouvoir déterminer maintenant dans le détail ces stratégies, parce que, bon, le rapprochement, moi je sais que le rapprochement entre le FPI et le PDCI, nous, pour l'URD, nous estimons qu'il faut que cela s'appuie sur une politique des petits pas. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, parce que, bon, il y a quand même certaines choses à dépasser, certains malentendus, certaines crispations parfois, etc. Il ne s'agit pas entre les deux d'un rapprochement idéologique, mais c'est la volonté de se retrouver les uns et les autres et de pouvoir avancer ensemble. Quand le moment viendra, eh bien, il y aura certainement des alliances qui vont se faire et qui vont s'instaurer. Moi, je ne peux pas préjuger de ce qui va être fait dès maintenant ou qui sera fait un petit peu plus tard. Nous saluons et nous disons bienvenue en tant que candidats. Il y a beaucoup de candidats qui se sont déclarés. La candidature et l'annonce de cette candidature permet au moins de clarifier la situation. Maintenant, vous me demandez d'avoir une réaction au propos de M. Alphonse Blondy. Moi, je vais vous dire tout simplement que ça n'engage que lui. Bon, s'il estime que le président Ouattara est un douceur, bon, ça c'est son opinion et tant mieux pour lui. Moi, je n'ai aucune opinion, parce que peut-être je ne connais pas assez le président Ouattara pour dire c'est un douceur ou pas. Si M. Alpha Blondy peut le qualifier de cette manière, c'est qu'il a une proximité que moi je n'ai pas. Alors, simplement, à propos du troisième mandat, ça c'est le grand point d'interrogation, puisque de toute façon, le président de la République, un jour nous dit oui, un autre jour nous fait savoir qu'il va laisser ça à une nouvelle génération, mais en même temps, il nous fait savoir que jusqu'au dernier semestre, il se donne la liberté et la latitude de pouvoir éventuellement briguer ce troisième mandat. Nous, à l'URD, nous sommes à peu près convaincus qu'il veut briguer ce troisième mandat. De toute façon, le gouvernement qu'il vient de mettre en place de 55 personnes, c'est un gouvernement de campagne. Ce sont des directeurs de campagne qui sont placés là. Donc c'est pour s'impliquer dans cette campagne. Est-ce qu'il le fera pour un poulain? Est-ce qu'il le fera pour lui-même? Ça, je pense que seul l'avenir nous le dira. Mais nous, pour le moment, nous sommes à peu près convaincus que M. Alassane Ouattara peut tout à fait se présenter et a peut-être même l'intention de se présenter pour un troisième mandat. Que vaut l'opposition? Ça, moi, je ne comprends pas vos questions. Ça, je suis désolée. À ce moment-là, c'est vous qui devez nous apprécier. Nous travaillons, nous dénonçons. Moi, je crois qu'il faut quand même faire... J'ai l'impression qu'il y a une confusion qui s'instaure. Nous sommes l'opposition. Quelles sont nos armes? C'est la parole. Je crois qu'il y a eu une image qui a été donnée par votre secrétaire exécutif du tir, c'était le tir combien au but? Non, comment vous disiez hein? Le tir pénalty pendant que les autres sont spectateurs. Bon, moi ce que je veux dire, c'est que nous sommes là, non pas pour bavarder, mais pour faire des pressions, des actions. Vous voulez qu'on le fasse comment? On ne va pas prendre la rue, parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, avant même d'avoir mis un pied, on sera rapté, enlevé ou arrêté, abusivement. Donc, de ce côté-là, moi je pense, est-ce que jamais tout? Oui, moi je pense que votre question, excusez-moi de vous dire, ne me paraît pas être très bien posée. Parce que c'est à vous d'apprécier ce que nous valons. Tout à l'heure, je l'ai dit un peu dans mon introduction. Bon, on dit l'opposition n'existe pas, elle parle, elle n'agit pas, etc. Mais enfin, quand même, s'il y a eu
quelques résultats qui ont été obtenus, eh bien, on peut dire que c'est grâce aux pressions que nous avons les uns et les autres exercées. Sinon, si nous n'avions rien fait, eh bien, je pense que nos détenus politiques seraient encore en prison. Évidemment, il y a encore du travail à faire parce que nous voudrions que tous les détenus politiques soient libérés. Il en reste encore. Nous voulons que les militaires, justement, les hauts gradés qui sont encore enfermés, puissent être également libérés. Vous avez aussi des personnes dont on parle très peu qui n'ont pas été jugées depuis 2011 et ce qui entraîne des situations personnelles qui sont intolérables. Alors, donc, ne dites pas que nous ne faisons rien. Non, nous sommes surtout, à travers la chasse qui est faite aux opposants, ça montre que le pouvoir considère qu'il a une opposition dont il faut qu'il se méfie peut-être, parce que ça dévoile au moins le côté autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, d'un gouvernement qui ne veut pas d'une opposition qui soit forte et qui soit organisée. Actuellement, l'opposition est en train justement de devenir forte et de s'organiser, et nous sommes donc en lutte à un certain nombre de pratiques antidémocratiques. Bon, tout ça se regroupe un petit peu. Nous sommes sereins. Oui, nous sommes sereins parce que nous pensons que nous tenons le bon bout. Tout à l'heure, on a parlé de ce rebondissement. Bon, il a fallu qu'il y ait cette requête, il a fallu qu'il y ait cette phase entre l'opposition, les groupes parlementaires, et c'est peut-être cette espèce d'unité d'action qui fait peur au gouvernement. Et c'est ça, à nous, qui nous donne de la force. Donc, il est certain que nous sommes des gens légalistes, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes des gens légalistes. Nous n'allons pas, disons, créer la révolution, mais vous savez, les révolutions, les révoltes, les insurrections, elles ne sortent pas de ex nihilo, hein. Elles se nourrissent de rancœur, d'injustice, de... Oui, je disais que les insurrections se nourrissent toujours d'aigreur, de frustration, d'un sentiment d'injustice. Ça ne vient pas comme ça. Donc, il faut, comment dirais-je, être attentif, je le répète, à ce peuple qu'on n'entend pas assez, qu'on n'écoute pas assez. Maintenant, je crois que quelqu'un a parlé du civisme, hein, c'est ça? Oui. Bien. Eh bien, écoutez, je crois que nous sommes arrivés à un degré d'anticivisme qui est quand même assez préoccupant. Il n'est que de voir la conduite sur les routes où nous montrons que nous sommes vraiment des gens qui ont oublié tout ce qui peut être le vivre ensemble, le collectif, l'esprit de civilité. Et je trouve que c'est dommage et c'est surtout très dangereux. Donc ça prouve que nous devons ensemble retrouver des valeurs républicaines, des valeurs citoyennes qui vont nous permettre de nous retrouver et de pouvoir aller de l'avant. Maintenant, au niveau de la transition, le sujet est très intéressant. Et je pense que vous avez un fondateur, un père de la transition devant vous, M. Cagaès, M. Conan-Siméon. Mais l'URD avait déjà en 2015 parlé de transition.
parce que nous pensions que le président, et nous avions développé cela, que le président Ouattara ne pouvait pas se présenter à ces élections, et donc nous souhaitions une transition. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour vraiment développer ce thème, mais je dois vous dire qu'au niveau de la réflexion, en effet, nous sommes en train de nous pencher sur l'éventualité d'une transition. Alors évidemment, il faut que les choses soient claires. Quand on parle transition, on pense tout de suite au coup d'État. Donc cette transition sur laquelle nous sommes en train de réfléchir ne pourrait intervenir qu'à la fin du mandat du président Ouattara. Donc notre légalisme nous amène à cela, mais maintenant, de dire est-ce que les élections vont pouvoir se faire si les conditions n'ont pas changé, à ce moment-là, il est certain que nous allons peut-être aller dans cette voie de réfléchir sur l'éventualité d'une transition pour que toutes les forces vives de la nation puissent s'emparer des dossiers, de l'ensemble des dossiers de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur la transition. De la représentation des femmes de 30%. Vous savez, je ne suis pas une féministe vraiment une guerrière, hein, mais je pense que la femme ivoirienne a réussi à conquérir un certain nombre de choses. Le problème des quotas, pour moi, a été un moment assez difficile. Et je dois dire qu'au début, je reconnais très humblement que je n'étais pas tout à fait pour les quotas, parce que j'avais peur que ce soit considéré un petit peu comme une manière facile de pouvoir aborder certains métiers, certaines fonctions. Mais je pense aussi que la femme ivoirienne a besoin de ce coup de pouce, elle a besoin d'être mise devant ses responsabilités et elle a montré qu'elle pouvait tout à fait les prendre. Donc nous acceptons tout à fait ce quota de 30%, mais il est difficile. Et je le vois dans les formations politiques. Ça n'est pas simple. À l'URD, nous n'arrivons pas, je vous le dis très franchement, nous n'arrivons pas à avoir ces 30%. Et pourtant, c'est ce que nous essayons de toute manière, d'essayer de ramener, de plaider auprès des femmes pour qu'elles rejoignent, mais là aussi il y a une espèce de timidité qui se fait, peut-être aussi à cause des violences qui ont un peu accompagné les partis politiques. Et donc, nous essaierons, nous continuerons à défendre ce quota, mais en même temps, la parité va être de plus en plus compliquée à pouvoir être remplie. Maintenant, bien sûr, c'était la seule question sur les femmes. Hein, oui. C'était la seule question. Bon, maintenant, évidemment, je voudrais parler un peu de la réconciliation, parce que la réconciliation, qui est une nécessité, la preuve, c'est qu'elle a été prise en compte par l'ensemble des partis politiques qui veulent lui donner un contenu. Et cette réconciliation ne peut se faire, que je l'ai dit tout à l'heure, que par des actes qui doivent être posés, la libération des militaires, la libération de tous les détenus politiques, et évidemment le retour au pays du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le président Laurent Gbagbo est un pion incontournable de cette réconciliation. Vous savez, je lis les journaux très attentivement et j'apprends beaucoup de choses. Nous avons un président de la République qui est disert, il est un peu bavard, il dit des choses. Et dans ce contexte officiel, il a déclaré que Laurent Gbagbo est mon ami, je le cite textuellement, hein, et nous n'avons jamais eu de problème. Je pense qu'il ne faisait pas allusion à la crise post-électorale. Alors si on s'en tient à ces propos, à ce moment-là, qu'est-ce qui empêche que le frère revienne au village? Quel est ce palabre qui n'en finit pas? Donc véritablement,
Il faut que nous arrivions à trouver des solutions qui permettent à M. Laurent Gbagbo de venir. Or, nous savons que tout repose sur la volonté en Côte d'Ivoire d'une personne, du président de la République, qui est quand même le point focal de toutes les attentes des Ivoiriens. Donc, nous souhaitons que toute cette manœuvre, ces manœuvres dilatoires au niveau de la CPI puissent se traduire enfin par le retour au pays du président Gbagbo. Maintenant, ne me demandez pas au niveau de la CPI parce que je trouve que les procédures sont si complexes qu'on a un peu de mal à s'y retrouver. Mais nous savons que ce procès est totalement politique, le droit n'est pas dit. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été échappé, ont été acquittés, moi j'ai lu des interprétations de juristes qui s'étonnaient qu'on puisse encore limiter et donner des conditionnalités à la liberté du président alors qu'il avait été acquitté. Donc sur ce terrain-là, ne m'y amenez pas parce que je ne le contrôle pas assez. C'est extrêmement complexe, d'autant que c'est le droit anglo-saxon. Nous disons la place du président Laurent Gbagbo est d'être en Côte d'Ivoire. Il a été acquitté, il a été innocenté, donc la population ne comprend pas qu'il puisse être encore maintenu à l'extérieur et qu'il n'ait même pas la liberté de pouvoir dire et faire ce qu'il veut. Quand il y a eu cette rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le président Bédié, moi je suis une femme de communication, j'aurais tellement aimé qu'il y ait des images, parce que nous savons l'impact des images que ça aurait pu avoir, parce que ça correspondait à un désir profond de la population. Malheureusement, les conditionnalités qui s'attachent au séjour n'ont malheureusement pas permis d'immortaliser ce moment-là. C'est pénible, c'est fatigant. Il faut qu'il revienne et que la réconciliation ne peut pas se faire sans le président. C'est pour ça qu'elle est en panne. Actuellement, la réconciliation est en panne. Pour se réconcilier, il faut quand même être deux. Alors nous, on tend la main, mais il y a un côté qui ne tend toujours pas la main et qui n'entend rien parce qu'ils sont sourds. Voilà. Bon. Maintenant, par rapport, moi, si vous voulez, j'ai mis ma conclusion. La conclusion que je vais vous faire va répondre à votre problème sur la communication. Alors, je ne sais pas si vous me donnez l'autorisation. Allez-y, madame. Je conclue. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. Oui, la conclusion. Oui. On garde des questions pour le prochain fauteuil. Vous êtes gentil. Il y a une question là. Ah, la question de Abel Douali. Je n'ai pas répondu. C'était sur quoi? Sur le fameux nom, la série. Si vous voulez, on fera une conversation et puis on va se retrouver là. Je ne vais pas faire je disais que dans vos préliminaires, vous avez dit que la CEI telle que le gouvernement là actuellement n'est qu'un brouillon. Mais en même temps, vous avez regretté que l'opposition n'a pas pu empêcher le pouvoir de faire un passage en force. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement? C'est un brouillon où le passage en force a marché et donc la CEI est définitive. Première question. Deuxième question, vous avez dit qu'à travers le monde aujourd'hui, ce sont les soulèvements populaires qui font plier les régimes. En même temps, vous avez dit que vous avez peur de vous livrer à des tortures, à des arrestations abusives du régime. C'est pour ça que vous ne descendez pas dans les rues. Là aussi, qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, moi je crois que si vous m'aviez écouté un peu attentivement, j'ai l'impression quand même que j'ai évoqué ce problème-là. Le passage en force, comme son nom l'indique, montre que la nouvelle CEI vous a été imposée et nous disons que nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous allons continuer à décrier cette CEI. Et je pense que le travail que l'opposition a fait, c'est pas quand même des coups d'épée dans l'eau.
nous avons alerté l'opinion nationale, nous avons alerté l'opinion internationale sur ce qui se passe, et on sait que ce fameux brouillon dont vous parlez, eh bien, nous disons que nous ne l'acceptons pas. Et maintenant, à tel point nous n'acceptons pas qu'il y a eu cette manœuvre, heureusement, qui a pu se faire au niveau de la Cour africaine avec la recevabilité de la requête présentée par le PDCI et les autres partis, les autres groupes parlementaires de l'opposition. Donc, il se passe des choses. Ça n'est pas linéaire. Et nous continuons à dire que cette CEI, nous n'en voulons pas. Et nous continuons à dire au gouvernement, nous sommes prêts à discuter avec vous. Nous sommes ouverts à la discussion parce que nous savons que le consensus ne peut passer que par là. Bon, maintenant, si le gouvernement, au fur et à mesure, durcit, ne veut pas, etc., nous aviserons. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question sur la transition. Eh bien, au fur et à mesure qu'une situation va faire que les conditions que nous réclamons pour avoir des bonnes élections, si nous n'arrivons pas, eh bien, à ce moment-là, peut-être que nous deviendrons des défenseurs d'une transition. Donc, on va adapter notre positionnement, notre langage et nos actions lorsque nous faisons des meetings. C'est quand même pas, ça tombe pas, vous l'avez constaté vous-même. Nous arrivons à mobiliser un très grand nombre de personnes et vous avez des franges de plus en plus importantes de la population qui se reconnaissent dans notre combat. Tout à l'heure, j'ai même eu à vous dire qu'au niveau de mon parti, que je ne veux pas qualifier de petit, mais de jeune parti, nous avons maintenant une arrivée importante de jeunes cadres qui veulent s'engager. Donc il se passe des choses. À partir maintenant du soulèvement populaire, moi je suis une femme politique, je suis une responsable. Je ne pourrai jamais vous dire à vous les journalistes, bon ben écoutez, je vais me mettre sur la tribune et je vais dire il faut se soulever. Ça serait d'une inconscience totale. Non, simplement, je dis faisons attention. Regardez en 1968. Le mouvement qui a affecté toute la jeunesse était un mouvement universel. On l'a retrouvé dans tous les pays, sur tous les continents. La Côte d'Ivoire n'avait pas été épargnée. Et maintenant, moi je constate que c'est un cycle également mondial qui est en train de se mettre en place et nous en avons des exemples. J'estime qu'à partir de là, le gouvernement devrait être attentif à celui qui a peur de ce soulèvement, et bien qu'il soit particulièrement attentif à ce qui se passe pour éviter d'avoir ce soulèvement. Nous disons tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une crise qui serait peut-être plus grave que celle que nous avons connue. La fraude, c'est une croissance dont on nous rabat les oreilles, qui n'est pas inclusive, des disparités régionales sur des bases partisanes, etc., etc. Donc tout cela, nous dénonçons pour essayer de faire sortir le gouvernement d'une position figée où il dénie toute la réalité de la précarité de la situation d'une population qui s'appauvrit de plus en plus. Voilà.